Bonjour, merci Sandrine donc d'être avec nous et Gisèle. Donc Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, et Gisèle Jean, donc maire de Caux. On avait un débat des journées de mots prévoir, donc les journées de mots prévoir qui sont organisées par le média communiste Nos Révolutions à mots prévoir. On vient de sortir d'un débat avec Sandrine Rousseau sur l'écologie, décroissance. Voilà, on a abordé beaucoup de thèmes. L'idée, c'est pas de refaire le débat, parce que voilà, sinon il faut venir aux journées de mots prévoir. Gisèle, tu étais là aussi l'année dernière. On avait fait un thème sur les communes, et donc tu étais intervenue pour partager ton expérience de maire. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce que vous avez retenu là du débat qu'on vient d'avoir, Sandrine? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus intéressant peut-être pour commencer? Moi, je trouve déjà le principe hyper intéressant, c'est-à-dire de discuter et de discuter de fond, pas juste, de stratégie électorale, mais vraiment au fond, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du productivisme, du capitalisme, même qu'est-ce que la lutte des classes en situation de rupture écologiste, quoi? C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et ça, il y a peu d'espace finalement où on a ces débats, au fond. Il y a quelques événements, la fête de l'humain, on en a parlé, en est un, les journées d'été des différents partis en sont, mais en fait, c'est une fois dans l'année. Et donc, c'est assez important d'avoir ces espaces, surtout que c'est des espaces aussi où on se connaît, où on apprend à se connaître. Et c'est des espaces qui, pour moi, s'opposent aux logiques partidaires qui sont plutôt des citadelles qui se sentent assiégées. Donc, en fait, voilà, c'est des espaces d'ouverture et de réflexion au fond. Et je pense que la gauche a absolument besoin de porter quelque chose au fond. Sur le débat aujourd'hui, justement, on a du mal à se parler entre gens de gauche, à construire quelque chose. On a tenté, avant la loi du plomb, de faire sur le secteur dans le cadre du nouveau Fonds populaire, de vrais débats entre les différents partis avec des agriculteurs. Il y avait beaucoup de monde, mais on n'a pas poursuivi cette dynamique. Et c'est dommage parce que finalement, on s'est aperçu que tout le monde était assez proche, hein, localement, et puis que certains malentendus peuvent toujours être levés. Et puis, il y a des questions, comme le dit Sandrine, qui sont extrêmement importantes de savoir quel mode de production on choisit, jusqu'où, quel est l'impact sur les individus. On va rarement là-dessus. Et je trouve que ce genre de débat organisé est extrêmement important. On prend toujours les choses par un bout. On a fait beaucoup de débats localement sur l'eau, d'ailleurs on va continuer dans le Sud-Vienne, parce que c'est quand même le problème majeur. On a fait beaucoup de de débats sur les questions énergétiques, mais rarement sur une façon globale, comment penser la société et quelles sont nos différences les uns avec les autres, comment on s'appuie sur notre vécu pour essayer de proposer quelque chose qui fasse sens au niveau national aussi. Et je trouve que c'est très très bien ce que vous faites. Justement, bah, tu citais la question de l'eau. On a un peu parlé des régies de l'eau et de la question des biens communs. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus, Sandrine, et puis peut-être Gisèle? Bah, dans la lutte qui commence, c'est pas tout le début, mais enfin dans la lutte qui vient, je vais dire ça comme ça, la question des biens communs, des biens indispensables à notre vie, de sortir du marché, du privé et de la logique de profit des biens indispensables à notre vie est pour moi prioritaire, absolument prioritaire. L'eau, évidemment, en premier, puisque l'eau, un humain ne peut pas vivre sans eau. Donc, c'est presque le premier objet qu'on devrait regarder politiquement, en disant comment on fait pour faire en sorte que ça reste un bien commun et donc un bien public. Parce qu'un bien public, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, on est dans une logique de privatisation ou alors on est dans des logiques de régie, mais qui sont des régies communales, donc à des très petits échelons. Et on voit aussi que dans la gestion de l'eau, par exemple, la loi du plomb a donné une priorité aux agriculteurs dans l'appropriation de l'eau. On voit que dans la stratégie nationale, on veut faire des data centers et du nucléaire qui sont très consommateurs d'eau, même si je sais que le nucléaire rejette parce que je ne veux pas me polémique là-dessus, mais enfin quand même ça utilise de l'eau. Et donc en fait on est dans une espèce d'accaparement sauvage et très très à des fins de profit de l'eau. Et ça, il n'y a pas de débat national là-dessus. C'est-à-dire on a des débats, on a eu des débats sur le nucléaire, on a des débats sur la loi du plomb, on a des débats sur les data centers, on n'a pas eu un débat sur l'eau en tant qu'objet
indispensable à la vie. Et en fait, c'est ça qui est finalement la décroissance ou la sortie du capitalisme, vous l'appelez comme vous voulez, en fait. C'est vraiment de se dire de quoi on a absolument besoin et qu'est-ce qu'on doit du coup gérer en commun sans logique d'argent derrière. Alors, oui, alors je partage évidemment, puisque la question de l'eau, elle est fondamentale dans un département, je disais comme la Vienne, et notamment sur le bassin du Clin, mais pas seulement, sur le bassin de la Gartempe aussi aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'eau. C'est une vraie question. Alors, en termes d'eau potable, on a un syndicat départemental, Hauts-de-Vienne, qui gère la question de l'eau potable avec des élus. Évidemment, il travaille aussi avec les associations, mais c'est notre responsabilité d'élus d'avoir l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. C'est un vrai enjeu aujourd'hui parce que les fonds, en fait, sont de moins en moins redistribués sur des syndicats comme les nôtres et de plus en plus sur d'autres partenaires, on va dire. Et puis, nous avons aussi des syndicats de rivières, dont c'est l'enjeu, puisque c'est la qualité et la quantité, avec lesquels Hauts-de-Vienne travaille, mais aussi toutes les collectivités. Et on est représenté, puisque c'est les élus qui font le socle de ces syndicats de rivières. Et là aussi, les moyens de l'État sont redistribués autrement. Et quand on parle des lois, elles sont de plus en plus en défaveur de ces travaux dont on a besoin sur les rivières pour les rendre une continuité écologique, les rendre de bonne qualité et surtout travailler sur un élément qui pour nous est fondamental à la campagne, c'est les zones humides. Et donc ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes. On voit bien que la loi du plomb ne va pas du tout dans ce sens, du tout. Et ce n'est pas rendre service à l'agriculture, à la souveraineté alimentaire, bien au contraire, et surtout pas aux agriculteurs dans leur ensemble, y compris ceux qui pensent que ça peut leur servir d'aller labourer des zones humides. En fait, ça va tout à fait à l'encontre de toutes les possibilités, mais c'est démontré scientifiquement. Alors, si on ne veut pas croire à la science, on n'y croit pas, mais c'est vraiment un élément structurant aujourd'hui pour nos territoires de garder les rivières, de garder les zones humides et de ne pas distribuer, puisque c'est la question du partage de l'eau, à quelques-uns l'ensemble des possibilités. Quand on parle beaucoup, et on en parle beaucoup, des bassines, notamment sur le Clin, mais pas seulement sur le Clin, on va en reparler, il faut un socle disant on ne va pas pomper dans la nappe phréatique. Ça doit être le noyau dur du bien commun, c'est-à-dire le bien commun, c'est l'eau qui est en nappe phréatique. L'eau, il faut absolument trouver d'autres solutions, éventuellement de petites rétentions d'eau pour permettre effectivement l'arrosage. On a un vrai problème sur le maraîchage aussi aujourd'hui. Et il faut trouver des solutions et se réunir, mais pas avec des solutions préconçues de méga bassines. C'est pas possible. Et ça, c'est extrêmement important aussi d'essayer de donner le maximum d'informations à tout le monde. Et je crois que la question de l'eau est une excellente entrée pour que les gens se réapproprient ce qu'on appelle les biens communs. Mais pas que. Il y a aussi la question de l'énergie, et notamment, on le disait, tu viens d'en parler, mais l'énergie solaire en toiture, ça devrait être une priorité nationale. Comme dans d'autres pays où on voit bien, nous, on a des étrangers qui viennent chez nous, ils nous disent je vais installer en toiture, on leur dit oh là là, il faut plein d'autorisations, il faut passer par une entreprise, etc. En fait, ça permet effectivement de laisser à des groupes extérieurs la possibilité de continuer à faire envahir le territoire d'éoliennes et de panneaux par des grosses sociétés sur des très grosses surfaces. Et des surfaces agricoles. Et des surfaces agricoles. Ouais, tu es intervenue très fortement là-dessus dans le débat. Gisèle, si tu peux nous en dire un mot. On a eu plusieurs problèmes. Alors, on a eu plusieurs problèmes localement. On a une terre qui est assez pauvre. On a des agriculteurs qui n'arrivent pas à passer leur terre. Et on a une difficulté à vivre de l'élevage, notamment, mais pas que. Et donc, beaucoup d'agriculteurs sont sensibles. Quand je dis beaucoup, pas, on va dire certains sont très sensibles au fait de pouvoir garantir un revenu minimal. Et là, je dois dire, en tant qu'élu, on est sensible aussi. C'est-à-dire qu'il faut garder des agriculteurs,
des petites surfaces qui pourraient être converties en agrivoltaïsme sur des toutes petites surfaces. Mais ce n'est pas du tout ce modèle qui est en train de se développer. Le modèle qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est des entreprises qui sous-louent à des agriculteurs et qui sous-louent des 120, des 150, des 600 hectares pour les transformer en panneaux. Et dessous, ça ne sera pas pour faire de l'agriculture. On sait très bien que même si un contrôle est prévu, il ne va pas être effectif réellement. Et donc, on est très, très inquiet sur la transmission des terres agricoles, sur la pérennité d'une agriculture quand on parle de souveraineté alimentaire. Et il faut la garantir, il faut améliorer, faut aider à la conversion, mais beaucoup se sont déjà convertis et n'y arrivent pas. La situation est très complexe. La solution n'est absolument pas dans la participation aux énergies vertes, qui ne sont pas toujours, et puis surtout dans le grand développement, on le voit bien, de la concentration, la très forte concentration d'éoliennes sur notre territoire. Et je sais que majoritairement la population n'est pas favorable parce qu'on est arrivé à un niveau de saturation extrêmement fort. Il n'empêche que ça peut apparaître pour certains encore comme une solution financière à court terme. Juste sur les énergies renouvelables, dire quand même qu'il y a un modèle économique derrière à repenser. C'est-à-dire Ouais. que si, on met des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments déjà existants, finalement, on a déjà une surface, tout à fait conséquente et on n'a pas besoin d'aller chercher des terres agricoles. Si on fait sur des terres agricoles, alors il faut que ce soit des terres de pâturage éventuellement et que ça génère un peu d'ombre pour les bêtes quand on a des épisodes de sécheresse et de canicule comme on en a aujourd'hui, mais pas sur des terres qui sont cultivables par ailleurs. Et puis sur les éoliennes, aujourd'hui, vous avez, quand vous êtes habitant, vous avez la nuisance éventuellement esthétique ou quoi de l'éolienne, vous n'en avez aucun avantage. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il faut des coopératives énergétiques qui permettent de décider de son modèle énergétique et qu'il n'y ait pas, une forme de quelque chose qui s'impose depuis un échelon, supérieur et qu'on n'arrive, pas à gérer. Et en fait, les modèles d'énergie renouvelable qui fonctionnent, c'est des modèles où les habitants des zones dans lesquelles soit vous mettez des panneaux photovoltaïques, soit vous mettez des éoliennes, bénéficient très directement de cela par l'électricité produite, par la diminution des coûts et donc l'augmentation de leur pouvoir d'achat, et puis même éventuellement par la location. Et donc en fait tout ça, on ne peut pas, et peut-être que c'est ça la conclusion, on ne peut pas aller vers un modèle énergétique qui soit totalement centralisé et encore une fois intensive en capitaux comme on l'a actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit small is beautiful, c'est-à-dire il faut vraiment revenir aux besoins d'un territoire, avoir les réponses énergétiques nécessaires à ce besoin du territoire, mais ne pas aller avoir un aménagement comme on peut l'avoir avec des énergies très centralisées comme le nucléaire. C'est-à-dire que ce n'est pas des ingénieurs à Paris qui vont décider en fait de où se situent les choses. Il faut que ça réponde à un besoin territorial. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le cas. Ceci dit, on a besoin d'éoliennes et on a besoin de... Mais le modèle d'aménagement du territoire n'existe pas, même s'il y a un SRADET, ça n'existe pas. La concentration, elle se fait sur la volonté des groupes qui sont souvent des multinationales déguisées, hein, et donc qui choisissent des territoires où effectivement la terre est moins fertile, où on va proposer des éoliennes, et puis voire imposer, parce que parfois les habitants sont contre, les municipalités sont contre, et on perd au niveau du Conseil d'État, et c'est dommage parce que la volonté de préserver un territoire, alors, tu parlais beaucoup de fierté tout à l'heure, mais d'avoir un vrai territoire de bocage, essayer de conserver ce qu'on peut en élevage, tout ça disparaît au fur et à mesure, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple, dans la loi du plomb, il y a les méga-bassines, mais il y a aussi l'augmentation de l'élevage intensif. Et puis, on sait aussi que le cumul des textes autorise, par exemple, à assécher des zones humides, à supprimer les... Là, dans des territoires comme ceux-là, qui sont extrêmement sensibles à la sécheresse, hein, parce qu'en plus, c'est un sol argileux très important par ici. Donc, en fait, c'est pas un sol qui retient l'eau. Il est très important d'avoir des dispositifs qui sont des dispositifs qui ne sont pas profitable au sens du profit et rentable au sens de la rentabilité financière, mais qui permettent une résistance des activités agricoles, une résistance des agriculteurs. Et puis moi, je pense qu'il va falloir aussi, sur les agriculteurs, aller vers un revenu socialisé. Enfin, je veux dire, c'est un bien commun, en fait, aussi l'agriculture, la nourriture. C'est pas... et on a besoin de manger comme on a besoin d'eau. Et donc,
moi, je suis très étonnée que des gens qui se revendiquent du mot syndicat ne demandent pas, par exemple, un revenu minimal, ne demandent pas des conditions de travail, n'aient pas de revendication sur les conditions de travail, le repos, etc. Et qu'ils ne demandent que de l'eau et l'accès aux pesticides et l'intensification. En fait, c'est pas. Enfin voilà, aujourd'hui, on marche sur la tête sur la base, enfin, sur l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est dans une course en avant, une fuite en avant qui nous envoie dans le mur et sur l'eau, mais aussi sur les sols. Mais parce que du coup, ils ont besoin de revenus complémentaires, donc d'où la grille photovoltaïque. Et en fait, voilà, on doit revoir le modèle agricole et le modèle de soutien aux agriculteurs en dehors d'une activité totalement tournée vers la profitabilité. Et justement, tu parles de ces syndicats d'agriculteurs qui sont opposés à un changement de pratique. Malheureusement, on a eu un incident avec la coordination rurale qui a voulu empêcher en fait la conférence de ce matin, hein, concrètement. Hein. Ils ont voulu que ça ne puisse pas avoir lieu. Ils ont appelé à une manifestation devant la salle des fêtes de Mauprévoir, sachant que voilà, les journées de Mauprévoir, c'est un événement qui se passe en petit comité, en privé. On a des débats voilà, très libres, mais on ne diffuse pas des tracts dans les rues pour que les gens viennent. Donc c'est quand même assez fort ce qui se passe de voir qu'il y a voilà, des groupes organisés comme ça qui essaient d'empêcher des débats de pouvoir avoir lieu. Est-ce que ça se passe souvent dans le coin, Gisèle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois à d'autres moments? Et Sandrine, bah, on voit malheureusement que tu es souvent la cible de ces groupes organisés contre le changement. Qu'est-ce que vous en tirez enfin, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais commencer par dire que Sandrine est élue, elle est élue de la République. Et à ce titre-là, elle n'a pas à être interdite de débat, surtout si c'est un débat privé, puisque c'est dans une sphère choisie, on va dire, privée. Ça paraît même incompréhensible de la part d'un syndicat qui est majoritaire dans le département d'avoir demandé à ce qu'elle ne puisse pas intervenir. C'est quand même incompréhensible. Ce genre de méthode doit être dénoncé parce qu'il peut s'appliquer à un député, il peut s'appliquer à un maire, il peut s'appliquer à toute personne qui a accepté que ça nous est déjà arrivé hein, dans le département. Certains propose une salle à Greenpeace ou autre chose et on nous dit mais attention ça va provoquer des troubles et le débat n'est pas là pour troubler, le débat est là pour éclaircir, pour permettre d'avancer tous ensemble, c'est ça la démocratie. Et je trouve que c'est très nuisible dans l'atmosphère qui est en train de se développer. C'est déjà arrivé à Lisa Bellucco, qui est députée, de se faire, on va dire, un peu massacrer sa permanence, hein, et d'autres députés, c'est totalement inadmissible. Nous sommes tous des élus, nous avons à représenter soit la nation, soit sa propre commune, soit son propre territoire. Nous n'avons pas à subir de pression ni les uns ni les autres. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot liberté. Ça m'a fait penser au poème d'Éluard que tous les enfants ont appris il y a la génération précédente. Mais il faut y tenir, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui paraît parfois anodin. Non, la parole d'un élu, c'est la République et il faut la conserver. Surtout quand elle vise, en fait, au débat démocratique. Pas quand elle vise effectivement à massacrer les autres ou à être en fait en opposition totale avec la loi, mais là ce n'est pas le cas. On était vraiment dans le cadre d'un débat. Donc dans ce cadre-là, moi je dis Sandrine Rousseau a fait son travail, comme le font la plupart des élus aujourd'hui, des députés, en tous les cas sur notre territoire. Il faut faire très 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 attention à ça. On ne sait pas comment ça peut dériver. Mais moi, je pense que l'atteinte à la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, c'est très, 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 très grave. Oui, c'est pas que pour les élus, hein. Moi, je pense qu'en fait, il y a un sujet autour on n'est pas dans un pays qui est la loi du plus fort permanente. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a le plus gros tracteur, celui qui crie le plus fort qui gagne. Et donc,
on doit pouvoir respecter le débat et pouvoir poser toutes les opinions partout, dès lors qu'elles sont dans le cadre de la loi. Moi, j'ai jamais eu une seule expression qui n'entrait pas dans le cadre de la loi. Donc, je veux dire, j'ai le droit d'exprimer mes opinions, j'ai le droit de les penser, j'ai le droit de les débattre où je veux en France. Et en fait, c'est très, très important. Et cette espèce de démonstration de force pour nous empêcher de parler est un sujet, surtout après 6 mois de sécheresse. Et dans un territoire qui subit de plein fouet et les canicules et les sécheresses, que les agriculteurs s'en prennent aux écologistes, ça c'est un deuxième aspect, mais ça pose quand même une question fondamentale. C'est-à-dire que c'est incroyable que ce soit les écologistes, donc ceux qui veulent faire en sorte que les sécheresses ne se développent pas, qu'il y ait une gestion partagée de l'eau, etc., que ce soit eux la cible. Et donc, si c'est eux la cible, ça veut dire que derrière, c'est une logique d'accaparement et d'appropriation, une logique de domination et non pas une logique de développement d'un territoire. Et donc, en fait, c'est ça le sujet. Et moi, je suis pour qu'il y ait un revenu minimal, par exemple, de 1 000 € pour tous les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre dignement. Je ne suis pas d'accord pour que leur tracteur, mais aussi leur entre-soi, fasse preuve de violence pour interdire le débat démocratique. Ça, c'est inadmissible. On a parlé de tous les profits qu'il y a bien sûr autour de l'énergie. Total, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça prenne un chemin vertueux? Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous proposez? Voilà, à votre avis, comment on fait? Moi, je pense que surtout après l'été que nous avons passé, il serait temps de poser la question de la nationalisation de Total ou de l'entrée au capital de l'État dans Total. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas, encore une fois, ça met en danger tous les humains de la planète. On ne peut pas laisser faire une logique purement d'argent derrière ce qui est vital à nos conditions de vie. Et donc, après l'été que nous avons passé, exactement comme il y a eu des grandes réflexions sur la nationalisation d'entreprises après des grandes crises, là nous avons eu une très grande crise et nous devons nous interroger sur la politique que mène Total. Surtout que c'est une politique qui vise quand même à s'accaparer encore une fois des ressources pour en vendre le plus possible, qui empêche par une politique de monopole ou d'oligopole d'investir véritablement dans des alternatives. Et puis, c'est des pays qui vont aller chercher enfin, c'est des entreprises qui vont chercher dans d'autres pays les ressources. Et donc, quel est le rapport à la colonisation derrière ça? Et quel est l'impact de nos modes de vie? Et donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu là, après cet été, de se poser la question du statut de Total, dont je rappelle qu'elle fait partie des 5 majors internationales du pétrole. Donc, je veux dire, ce n'est pas un acteur mineur dans l'évolution du pétrole. Et d'ailleurs, si elles se sont invitées au COP, donc aux conférences internationales sur le climat, c'est bien parce qu'elles avaient très peur que leurs sources de profit disparaissent. Donc, en fait, ce ne sont pas des gens qui veulent notre bien, ce sont des gens qui veulent notre argent. Ce n'est pas pareil. Alors, je vais répondre indirectement, parce que je ne voudrais pas rajouter quelque chose. Indirectement, nous, dans le département de la Vienne, nous avons un syndicat qui s'appelle Énergie Vienne et qui regroupe effectivement la production et la distribution d'énergie, donc énergie renouvelable, des énergies vertes qu'elle redistribue aussi, et qui fait effectivement un chiffre d'affaires important, des bénéfices très importants. Et là, c'est redistribué aux collectivités. Donc, c'est les collectivités qui siègent et qui décident. Et donc là, on a la possibilité de refaire nos bâtiments publics avec un prêt à 0%. On a l'éclairage public qui est entièrement passé au syndicat Énergie Vienne et donc qui passe tout en LED. En fait, on a une vraie stratégie, on va dire, de transformation. Alors, j'utilise le mot transformation parce que je crois que c'est le mot là, au niveau de l'utilisation, de l'économie, la sobriété d'abord et avant tout, mais c'est fait collectivement. Et finalement, la distribution, elle va, enfin, les bénéfices qui sont faits retournent aux collectivités et aux habitants indirectement pour économiser de l'énergie, pour valoriser l'énergie verte. Et puis, on va dire, pour prendre conscience que quand on fait du bénéfice, ça ne va pas forcément, obligatoirement, à une toute petite partie de la population. Dernier point, est-ce qu'il y a une question dans le débat, une réflexion qui vous a marqué, un sujet voilà, qui vous a touché ce matin, que vous avez envie de partager?
là moi je dirais la transition démographique attendue. On voit toujours tout de notre petit point de vue, c'est-à-dire on peut partir du fait qu'aujourd'hui à la campagne, ben, les classes sont de moins en moins chargées, on peut proposer d'autres choses, mais on n'économisera pas, et c'est vrai dans l'histoire de la France quand on se décale un petit peu, dans l'histoire de l'Europe, de grands mouvements migratoires. Il est bien clair qu'aujourd'hui, on ne va pas attendre des femmes qu'elles aient des enfants si elles n'en veulent pas, on ne va pas les forcer à en avoir. Il faut réfléchir autrement, il faut avoir une idée un petit peu plus globale et dire, mais c'est ces personnes dont on a besoin, parce qu'on en a besoin, et je le dis à la campagne, on a besoin demain de personnes pour la prise en charge de toute cette génération qui est plus importante. On a besoin de main-d'œuvre, on disait dans l'agriculture, on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin de gens qui ont envie, qui adhèrent au modèle social, de notre modèle social. Et il y en a beaucoup qui aimeraient y participer, à qui on met des barrières totalement incroyables parfois et souvent en opposition avec la loi telle qu'elle existe encore. On pourra avoir des jeunes qui s'investissent, on pourra avoir des personnes plus âgées qui sont déjà formées qui viennent, et puis qui ne constituent pas, contrairement à ce que certains pensent, un danger pour notre culture, mais au contraire un enrichissement. L'immigration qui avait été proposée plusieurs fois de personnes choisies, entre guillemets, parce que j'aime pas tellement ce terme, mais qui sont nécessaires aujourd'hui au renouvellement de nos populations, ben, je crois qu'il faut quand même se poser la question tous ensemble. Sinon, on va vraiment dans le mur. Et puis, on n'arrêtera pas le grand mouvement migratoire et de déplacement qui est en train de se produire si on n'anticipe pas un peu. On voit que les pays qui, comme l'Italie, accueillent des migrants aujourd'hui, ils ont une population à déclin démographique beaucoup plus important, doivent les accueillir, mais et que l'Espagne fait ce qu'elle peut parce qu'elle est aussi dans la même situation et que nous, on est en train de construire la même situation démographiquement. Là, aujourd'hui, il faut vraiment, c'est la question cruciale aujourd'hui, c'est quelle France on veut demain et est-ce qu'on la prépare ou pas? Moi, alors je suis d'accord avec toi et sur la la crise démographique, pardon, on manque pas d'humains sur la planète, donc je partage tout ce que tu as dit. Moi, je vais me concentrer sur un autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est qu'on parle de décroissance au sein, d'un débat organisé par, des communistes parce qu'il y a la question derrière du productivisme, il y a la question de, de la consommation et de la production de masse et je pense que ça fait partie des débats très importants qu'on doit avoir à gauche et donc vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on se pose cette question parce que ça signifie que tout le monde est bien conscient et consciente du fait qu'on ne peut pas continuer dans cette articulation entre production de masse et consommation de masse et juste une meilleure redistribution ou juste un partage des richesses. En fait, c'est au-delà qu'il faut aller et je trouve que ce débat de ce point de vue a été intéressant. Donc merci. Super, bah merci beaucoup à toutes les deux pour votre disponibilité et votre participation.